qu'ils ne sont pas ici pour aider le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Non, pas du tout. Ils se battent ici pour asseoir leur influence, pour éviter qu'une force hostile s'installe à leur porte. Aux confrères qui prétendent que les soldats français, européens ou américains sont morts pour défendre le Mali ou le Burkina Faso, de faire un effort pour corriger leurs copies et de dire la vérité à leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Patriotes, nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. En laissant Nicolas Sarkozy et son philosophe va-t-en-guerre, Bernard-Henri Lévy, tuer Muammar Kadhafi, ils ont offert une extraordinaire porte d'entrée, un vaste terrain de jeu, une arrière-base inespérée aux djihadistes, aux extrémistes venus du Moyen-Orient que l'on a délogés en Afghanistan et au Pakistan après la croisade de George W. Bush qui a suivi les attentats du World Trade Center et qui voue une haine viscérale aux infidèles occidentaux qui rêvent d'en découdre avec eux. Le mal est venu de la Libye, vous le savez tous. Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. La plupart viennent de la grande brigade de Kadhafi. Et cette brigade super armée et bien organisée, qui était l'un des bastions et qui a été l'un des remparts et les derniers remparts de la lutte sur Sirte, aussi bien que Tripoli. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. Une révolution nationale en Libye, mais ce n'est pas ça qui explique la déstabilisation du Sahel. La déstabilisation du Sahel, elle vient de la désespérance et de l'absence de perspective d'une grande partie de la jeunesse qui se radicalise et qui est à ce moment-là embauchée, endoctrinée par des djihadistes qui n'ont rien à voir avec la Libye. Voilà. Comment se fait-il qu'après une intervention, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, il n'y ait eu aucune réflexion sur ce qui devait se passer après. Alors maintenant, il s'agit de réparer les erreurs d'hier. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. Malgré que je viens de citer, se sont renforcés en capacité militaire, ont eu beaucoup de moyens, ont eu des armes nettement plus sophistiquées, des armes anti-aériennes, des SAM et tout. Donc c'était le magasin d'armes le plus important au monde, le plus grand du monde, le mieux fourni et le moins cher. Nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Si ces fous de guerre, ces barbus revanchards utilisent ces armes, cet arsenal, pour prendre d'assaut le nord du Mali, du Burkina Faso, le nord du Niger. Le Mali est un pays qui a connu l'introduction de l'islam depuis le IXe siècle. Un islam cohérent, solidaire, généreux, respectueux de la vie humaine et surtout respectueux de la vie des hommes. Et un islam fait d'éthique. De business dans toute cette région, contrairement à ce qu'on dit. Sans parler des trafics de drogue qui se passent dans toute la région depuis l'ensemble du golfe de Guinée. Ces narcotrafiquants, c'est des bandes qui reçoivent des colis de drogue par avion, par bateau. Quelqu'un m'a même vu parfois par sous-marin, qui tombent sur la côte ouest de l'Afrique et qui viennent de l'Amérique latine et qui sont convoyés par ces groupes et des barons plus ou moins connus et qui ont également des sous-traitants qui ont un rôle de conduire cette drogue vers le continent européen, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et un peu plus loin. Et ce groupe également est un groupe particulièrement important qui s'est enrichi sur la poudre, qui a créé une certaine forme de commerce à eux et qui est un commerce qui génère énormément, qui les permet d'avoir des complices, qui les permet d'avoir des supplétifs, qui les permet d'avoir des armes, qui les permet d'avoir des quantités extrêmement importantes de munitions. C'est eux d'ailleurs qui soutiennent la logistique de toute cette armée que nous avons face à nous. La principale porte d'entrée européenne de la drogue venue d'Amérique latine, d'Afghanistan, du Pakistan. Les cartels se sont donné rendez-vous dans cette immensité désertique qu'il est plus difficile de surveiller que les mers. Impossible pour des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, de contrôler cet immense territoire de sable qui fait pourtant partie intégrante de leur territoire. C'est des zones extrêmement importantes.
des distances extrêmement grandes. Tu peux parcourir 400 km sans rencontrer un homme qui vit ni un arbre. Pendant le mois de décembre, on a 1 degré la nuit, et pendant le mois de mai, on est à plus de 50 degrés Celsius. Donc ce sont des zones extrêmement difficiles. Et la densité et la démographie est presque nulle. Donc faites-vous une idée de, comment on appelle, de la zone géographique auquel on a affaire. La sahélo-sahélienne et une partie de l'Afrique n'est qu'un point de passage. Pour arriver ici, eh bien, il fallait l'empêcher de quitter. Nous, on ne plante pas la drogue dans le désert. Il n'y a pas un arbre qui pousse. Les fleurs ne poussent pas non plus. Et encore moins les plantes de la drogue. Donc d'où est-ce qu'elle vient? La drogue est intercontinentale. Elle ne nous est pas destinée. Nous n'en consommons pas chez nous. Nous sommes une zone de passage. Malgré nous, mais sûr et certain que si on ferme le départ et que l'arrivée également ne reçoit pas, eh bien le trafic va cesser. Donc c'est tout un dispositif large qui implique plusieurs pays, qui implique même des continents et qui implique plusieurs services qui est là. Chacun a une part de responsabilité. Donc dire qu'on ferme les yeux, c'est trop dire. Les coups d'État militaires et les dictatures se sont multipliés en Afrique. C'est parce que les anciens colonisateurs ont favorisé les coups d'État en Afrique. Je songe à la chute de Amélie Diori. Les Français l'ont favorisé. Ils sont affaiblis, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre, et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder. Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions. Il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Et les gens ont envie de parler de cette période-là. Pour pouvoir passer à autre chose. On a gardé un système qu'on a fossilisé pendant que l'Afrique évoluait. Mais elle n'a pas évolué du jour au lendemain. C'est-à-dire que de plus en plus, ce système qu'on appelle la France-Afrique, avec le franc CFA, les bases militaires, les armées qui interviennent à chaque fois qu'il y a un problème de sécuritaire, ce système était de moins en moins compris. Mais enfin, ça n'a pas daté de hier. Ça a explosé récemment, on peut le dire. C'est une responsabilité de François Hollande, de Sarkozy et aussi de Emmanuel Macron de n'avoir pas compris ces évolutions et de ne pas avoir piloté la politique africaine pour l'adapter. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. On parle de la Russie, mais vous avez la Turquie, vous avez le monde entier en Afrique. Et la France est toute surprise de voir que sa coopération, on n'en veut pas forcément, etc. Et vous avez cet anachronisme refoulé africain qui fait en disant maintenant on veut d'autres partenaires, c'est tout. Les plus éduqués ne croient plus aux belles paroles sur la qualité de la coopération avec l'Occident. On est un jeune de entre 25 et 30 ans en Afrique aujourd'hui. Il se demande, mais c'est quoi ce système? Que font des militaires sur nos territoires? Que font-ils? Qu'on nous explique au moins, sont-ils là pour nous protéger, pour protéger le chef qui est au palais ou pour protéger et lutter contre le terrorisme? Quand il s'agit de l'Afrique, je pense que l'idée générale qui passe, laissez-le, à son temps, ça viendra, laissez-le, on verra plus tard. On désigne une des puissances, vous gérez les affaires là, en attendant, on va voir. Ça se passe comme ça, vraiment? C'est exactement, ça se passe comme ça. C'est une question simplement d'ignorer les Africains et laisser les Africains dans la pauvreté où nous sommes là. On est à un carrefour. Voilà. Il faut que la France passe de la position de celui qui parle à la position à la posture de celui qui écoute. D'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Également, on toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale,
y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Les racines du mal viennent de loin. Wagner surfe sur une vague, sur un mécontentement, sur un désamour. C'est ça le problème. Wagner, c'est une milice privée. Wagner, c'est pas une armée. La force de la Russie, c'est qu'ils sont en train de déstabiliser la France à bas bruit et à bas prix. Bien sûr, parce que je pense que le Burkina Faso est à la croisée des chemins, qu'il n'a pas encore clairement choisi la Russie comme partenaire. Ils sont en discussion, en négociation, c'est certain. Le Premier ministre du Burkinabé est allé à Moscou en décembre. Des gens de Wagner sont venus. Oui, donc c'est bien avancé quand même. Voilà, donc c'est avancé, mais ils n'ont pas conclu. Wagner, on a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi, on a appris ça comme ça. Et j'ai même demandé à certains, ah bon, ils sont où? Entre-temps, on a appris qu'ils sont même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour... vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc, c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde nous fuit. Eh bien, félicitations, c'est bien. Lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça, vous êtes obligé de développer des solutions endogènes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes capables, ce pays-là est capable de transcender tout ça. Wagner n'est donc pas une option que vous envisagez? Wagner, nous avons nos Wagner déjà. Les VDP que nous recrutons, c'est les premiers Wagner. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG, parce que ONG, c'est organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementaux parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici, mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit, c'est de les encadrer. Aujourd'hui, les VDP qui manœuvrent, même les VDP nationaux que j'ai dit qu'on est en train de déployer, il y a toujours des militaires dedans. Donc, ils sont constitués en équipe et commandés par des militaires jusqu'au plus bas échelon. Donc, ils ne peuvent plus aller seuls aller agir. Donc, ça, c'est un volet très important. Et au cours de leur formation, la structure des droits humains qui est ici a une plage horaire où ils partent les former en droits humains. Donc, on a intégré ça. Et à tous les niveaux, ça se fait. Porte-parole burkinabé, quand il annonce la rupture de cet accord de coopération militaire, au contraire, il rend hommage au sacrifice des militaires français et il appelle une aide en équipement pour le Burkina Faso. Donc il veut prolonger la coopération militaire avec la France, ce n'est pas une rupture, mais ça va dépendre maintenant de la France. Soit la France répond positivement, et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas un véritable changement de partenaire. La France restera avec de bonnes relations avec le Burkina, ou bien la France dit non, et le Burkina se tournera vers la Russie et probablement vers Wagner. Mais la France a un dilemme, parce que cette aide en équipement militaire, elle serait destinée en pratique pas seulement à l'armée burkinabé, mais à ces milices villageoises formées par l'armée burkinabé qu'on appelle les volontaires de défense de la patrie. Il y en a 90 000 qui sont en cours de recrutement et on a peur, si on leur donne des armes, qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des violations des droits de l'homme. Et donc la France, probablement, ne va pas donner des armes. En tout cas, elle va s'interroger sur cette question. Et si elle répond négativement, à ce moment-là, on aura un vrai changement et le Burkina va se tourner à ce moment-là. Un processus qui a été enclenché. Mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Et la France est déstabilisée, pas du tout par l'État, c'est pas l'Ukraine. Ils ne sont pas déstabilisés par la Russie qui arrive en Afrique. Non, pas du tout. La présence militaire de la France en Afrique, ça sert finalement de déshérence. Derrière Wagner, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la coopération militaire, il y a des hélicos, il y a de l'armement. C'est ça, en fait. Les Russes, ils sont très forts. Nous, on est en train de regarder, c'est vraiment de tout à carrière de la Lune. On regarde Wagner. Mais les Maliens,
ils ont signé des accords de coopération militaire extrêmement importants, parce que c'est une vieille tradition avec la Russie. Vous aviez rencontré Wagner, vous, pendant que vous étiez aux affaires? Non, je n'ai pas croisé Wagner. Mais vous avez rencontré des Russes? Oui, j'ai rencontré quelques Russes. Puisque même au Burkina, il y a des sociétés minières russes. Et bien sûr qu'ils vont acheter de l'armement russe. Bien sûr, ils vont acheter de l'armement russe, mais c'est pas. Et nous, on va être encore sur Wagner. Mais c'est une diplomatie d'influence des Russes à bas prix. Ça coûte pas grand-chose, Wagner, surtout s'ils se payent en or. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Et les courtisans de l'Afrique sont légion maintenant. Oui. Voilà. Vous savez que M. Lavrov a été suivi de la secrétaire américaine au commerce, qui est en tournée aussi en Afrique. Il succède, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine est passé avant. Vous voyez? Donc, à ce moment, on a beaucoup de courtisans, et les Africains veulent aussi, ils voient leurs intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Africains francophones qui vous dira « j'aime la France ». Ça n'existe pas. Ils aimeront la France, ça dépend de combien le chéquier. Vous sortez le chéquier, on discute et on passe sérieusement. Ce n'est plus l'Africain qui rigole, qui aime. Il n'y a plus de tendresse dans l'affaire. C'est du business, c'est les intérêts. Et c'est normal parce que tous les États fonctionnent ainsi. Diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées. D'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit « je vous donne ça et je veux ça en retour », on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés aussi qui se proposent, même certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone, nous aider. Oui. En contrepartie de quoi? Bon, les contreparties, c'est sûr que ça va nécessiter des paiements, mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à Bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. Il n'y a que du sang et des larmes, partout. De la Mauritanie au Tchad, de la Libye au Burkina Faso. Les gouvernements successifs qui sont passés au pouvoir, de gauche comme de droite, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont répété la même politique. On n'est pas loin de la politique de Focard. Civils comme militaires, pour leur dire que vous vous êtes trompés, pour reconnaître que cette guerre est en même temps la vôtre. Nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. Les jeunes putschistes du Mali et du Burkina Faso, eux, hommes de terrain, ayant vécu et subi les incohérences du dispositif, ont simplement changé la réponse. Ils comptent les mauvais points de la France. Oui. Ils sont là, ils comptent, ils voient la France. Et la Libye en était. Elle exploite les maladresses de la France. Ça voilà. Et nous avons un idéal pour le pays. Nous avons un idéal que nous avons développé depuis très longtemps. Et nous rêvons de quelque chose pour ce pays. C'est ce qui nous a amené à prendre ce risque. C'est le plus gros risque que je peux dire qu'on puisse prendre. Que l'on peut faire aujourd'hui. L'Allemagne annonce 14 Léopard 2, la Pologne 14, la Finlande 14, la Norvège 8, l'Espagne entre 20 et 54, les Pays-Bas 18, le Danemark 6 et le Portugal 4. Total entre 98 et 132 Léopards. Les États-Unis annonce 31 chars Abrams. Les Britanniques, qui ont ouvert le bal, promettent 14 Challenger 2. Au total, cela ferait donc jusqu'à 177 chars d'assaut. Pas loin de 2 divisions, c'est clairement significatif. Une grande puissance, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. La réalité, c'est celle technique et financière. Nous ont promis plus de 12 milliards de dollars
pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On nous accorde, au cadre de l'Union européenne, sur tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. La preuve, c'est que la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler. Il n'y a pas de doute. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Ce sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité à d'autres. Nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer le pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Une besoin aujourd'hui de bases françaises aussi nombreuses en Afrique. Voilà. Donc, il n'y a pas eu ces grandes réformes qui étaient nécessaires. Et donc, le sentiment anti-français, il ne vient pas des Russes. Ouais. Les Russes l'ont simplement exploité ensuite, avec les réseaux sociaux. L'intérêt des pays européens de les aider parce qu'il y a une menace véritable de déstabilisation de cette région. Mais les aider comment, alors? Et si cette région éclate, il y aura des conséquences sur la France et sur... Pas imposer quoi que ce soit, il faut être à l'écoute et les aider autrement, puisque les formes d'aide ont échoué. Aide militaire en matériel, en conseil, en formation, en renseignement, mais pas par une présence visible de l'armée française autant que possible. Qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre, parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir, ça jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. On ne peut pas dire que ça va échouer. Ça va peut-être réussir. On le souhaite tous. Si les pays africains peuvent se débrouiller de façon indépendante, c'est la solution idéale. Mais pourquoi fait-il appel aux Russes alors? Mais ils n'ont pas encore fait clairement appel